Alors bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes le mardi 7 octobre, en après-midi nous avons accueilli avec joie William Douard. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes prof de karaté officiellement à Bergerac sur la route du Flé. Alors plus précisément, le siège social au 49 rue Sully. Et je donne des cours, c'est pas au Flé, je donne des cours sur 3 lieux différents. Donc, à l'époque, on s'est connus, vous le faisiez aux routes du Flé. À l'époque où vous en avez fait, donc si c'était sur Bergerac, c'était route du Flé, c'était à la DOSL peut-être. Oui. Voilà, donc ça c'était un local privé. Et il se trouve que depuis 2 années, on a la chance d'avoir donc des locaux communaux. Et il y a un local privé qui est en fait l'AOL, au 12 rue Villeneuve. Donc là, c'est une salle où j'y dispense des salles de dojo, où j'y dispense des cours de Qigong. Oui, vous avez commencé le karaté très jeune. Oui. À l'âge de 15 ans. Voilà, c'est ça. Donc je démarre le karaté à l'âge de. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là? Ça s'est passé comment? Ah ben c'est pas difficile. Pour le démarrage du karaté, j'étais collégien. Je devais avoir 14-15 ans. J'ai un copain qui me dit qu'il habitait à côté du cinéma et il me dit qu'il y avait un film de karaté. Donc bon, il m'explique un petit peu. Je dis ça a l'air sympa. Il faut savoir que, pour une petite anecdote par rapport à ça, mon père était trésorier d'un club de judo, parce qu'il avait été judoka, jeune, et il m'amenait en permanence aux compétitions, pour voir les compétitions. Donc tous les 4 matins, je suivais mon pater aux compétitions de judo, mais il sentait bien que ça ne m'intéressait absolument pas. Je n'étais pas du tout attiré par cette activité. Et donc pour en revenir à cette histoire de karaté, c'est que je fais des pieds et des mains pour aller au cinéma. Moi je suis d'une génération, on était nombreux dans ma famille, on était 10 avec mes parents, donc vous voyez, ça fait c'est une grande famille, et donc on n'allait pas au cinéma comme ça habituellement. Donc je fais le forcing, il m'amène à voir ce film, c'est un film de Bruce Lee. Et je suis comme beaucoup des centaines et des milliers de personnes au monde qui ont attaqué le karaté grâce à cette personne, grâce à Bruce Lee. Mais en fait, c'était du kung-fu. Le film, c'est un film de kung-fu. Ouais. Et à l'époque, le cinéma était peut-être un peu moins cher, il y avait plus de monde. Oui, oui, mais c'est surtout que, si vous voulez, mon père m'a amené voir ce film parce que je lui ai fait sentir que c'était pour moi important de voir ce qu'était en fait le kung-fu, ou plus précisément le karaté. Mais il n'y avait pas de kung-fu. Alors il n'y avait pas de kung-fu à ce moment-là, dans les années, moi je vous parle de ça, c'est des années après 70. Le kung-fu dans des villes comme Tulle, en Corrèze, c'est une petite ville d'à peine 17 000 habitants. Et il n'y avait que du karaté depuis quelques années, il y avait du judo, de l'aïkido. Et donc le prof de judo, qui était ami de mon père, m'a proposé de me prendre pour faire des cours de karaté. C'est comme ça que j'ai démarré, donc à l'âge de 15 ans. Et alors c'est beaucoup de rencontres qui vous ont fait apprendre aussi le karaté, puisqu'il y a plusieurs courants. Vous, c'est le Shito Ryu. Voilà. Alors pour démarrer, j'ai commencé donc avec un monsieur Lager, René Lager, qui vivait à Tulle. Donc j'ai fait 5 ans de karaté. C'est un style de karaté qu'on appelle le Shotokan. Donc il y a différentes méthodes, j'en parlerai un petit peu après si vous voulez. Et puis il se trouve que dans les années, au terme de ces 5 années, des années 80, donc il y a un monsieur qui lui était compétiteur en combat. Il était en équipe de France, donc c'est un ancien international de karaté, et qui vient de Paris pour venir commencer à enseigner cette discipline sur la Corrèze. Et donc j'ai mes copains du club de karaté Shotokan qui, au fil des mois, allaient dans ce club. Il était très féru en compétition, très, très bon pédagogue, très très fort. Il a toujours l'œil d'ailleurs pour pouvoir capter ce qu'il faut chez la personne pour le faire progresser. Il sait ce qu'il faut, il a vraiment ça en lui. Et donc du coup, je finis par aller dans ce club et donc je commence à progresser avec ce monsieur, Jean-Luc Poupée.
Et donc, c'est lui qui aussi m'attire vers le Tai Chi Chuan, me propose à un moment donné pour peut-être trouver plus de tranquillité en moi. Je pense que c'était ça. Ouais, c'est presque l'opposé finalement. Ben oui et non, mais oui dans le sens où le Tai Chi Chuan c'est une discipline énergétique d'origine chinoise qui, de par les mouvements que l'on fait, qui sont très lents, décomposés et lents, va faire que ça va générer des effets au niveau du bien-être. Voilà. Ça libère les énergies, ça les fait circuler. Oui, alors effectivement, il y a un travail comme ça au niveau du Tai Chi comme dans le Qigong, c'est-à-dire que pour le Tai Chi comme le Qigong, moi j'ai la chance aussi d'une autre rencontre un peu plus tard, grâce à Janine Poupée, c'est de commencer à faire des stages de Tai Chi. Et le monsieur en question qui propose ses cours, ses formations, et encore actuellement, puisque je me forme depuis 20 ans chez ce monsieur, il s'appelle Bernard Sautarel. Donc là c'est pareil, c'est un monsieur qui a voué sa vie pour les arts martiaux. Il a été très loin dans ce domaine-là. Et donc il a créé une méthode pédagogique qui correspond bien à nous en tant qu'occidentaux. Et il a mis un principe, il a étudié beaucoup le travail du Tai Chi et du Qigong, et il a composé avec tout ça de façon à adapter un principe qui fait que tous les mouvements que l'on fait dans le Tai Chi comme dans le Qigong, on les décompose. Vous préférez, on peut dire presque décortiquer. C'est-à-dire qu'on apprend à ouvrir toutes les articulations. On commence à relier aussi progressivement par rapport à des points qui sont liés, c'est très très varié au niveau de la colonne vertébrale, mais il y a les pieds, les jambes, c'est très précis. Et donc on relie aussi donc les centres énergétiques entre eux. On apprend à les localiser, on apprend à les nourrir, et on apprend aussi à les relier les uns les autres. On relie aussi certains organes avec ces centres énergétiques qui sont très précis sur le corps, à des niveaux du corps différents, et ceci avec une méthode vraiment bien calée, de façon à ce qu'il y ait une progression. Et moi, si vous voulez, dans les cours que je dispense actuellement, je m'appuie sur ce travail-là, puisque je fais des stages de Qigong notamment, pour pouvoir me former en permanence. Donc tous les 2 mois, j'ai des stages de 2 jours, donc samedi, dimanche, donc 10 heures dans le week-end, des stages de Qigong, et ça me permet de pouvoir faire avancer mes élèves. J'ai un groupe notamment d'élèves dans le Qigong qui ont, pour certains, il y en a une qui attaque sa 10e année de cours, donc elle est très assidue. Et on peut le faire de 4 à 80 ans. Alors, pas exactement, parce que si vous voulez, le travail interne, le travail énergétique, c'est très subtil. Les enfants, les adolescents ne sont pas, ils sont perméables au travail de l'énergie, parce que justement ils sont jeunes et ils perçoivent cette énergie beaucoup plus facilement que des adultes. Ça ne veut pas dire que les adultes ne ressentent pas, mais les enfants les adolescents sont beaucoup plus sensibles à ce travail-là. J'en parle un peu parce que j'ai des enfants. J'ai 2 enfants, un de 7 et un de 14. Je leur fais des exercices sous forme de massage qu'on appelle des tuinas, et ils ressentent très bien le travail énergétique. Ils mettent des mots sur une sensation, c'est perceptible. Oui, donc il n'y a pas d'âge. Alors pour répondre à votre question, je ne prends que des adultes pour les cours de Qigong. Il faut une certaine sagesse ou une certaine... C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on va être intéressé pour cette discipline, je pense, vers les... il faut passer une bonne vingtaine d'années, 20-25 ans. C'est une question de maturité. C'est-à-dire que la façon dont je propose les cours, je ne m'acharne pas à faire des formes à n'en plus finir, c'est-à-dire des mouvements à n'en plus finir. Comme je me base toujours sur l'enseignement qu'on me transmet, c'est que je décompose tous les mouvements, de façon à ce que ces mouvements décomposés génèrent une sensation énergétique. Et ça, c'est très important. Cette sensation énergétique, elle est perceptible, c'est très subtil comme sensation, très fin, mais c'est perceptible. Et petit à petit, cette sensation est beaucoup plus présente. À force de faire et de répéter les mouvements décomposés,
cette sensation s'intègre en vous, elle fait partie de vous, tellement bien qu'après, on n'a plus vraiment besoin de placer la conscience, parce que l'énergie, on arrive à la véhiculer avec la conscience, dans un mouvement. Mais s'il n'y a pas de conscience, ça ne marche pas. D'où la maturité indispensable. Et effectivement, d'où la maturité. Oui. Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises énergies, donc il faut la maturité aussi pour... C'est pas vraiment l'histoire que ça soit de mauvaises ou de bonnes énergies, c'est-à-dire qu'on a tous un parcours. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à ce travail-là. C'est-à-dire qu'on va appréhender le travail. Il y a des gens qui vont venir, mais qui sont, par exemple, des fois un peu durs dans le corps. Pourquoi ? Parce que leur parcours a peut-être été un peu difficile, ou parce qu'ils ont travaillé physiquement très durement. Et l'énergie, elle circule beaucoup mieux quand le corps est beaucoup plus détendu, mais pas mou. Vous voyez, le corps, on dit qu'il est porté, qu'il est tenu. C'est rempli. Voilà. Et donc ça se fait de cette façon-là. Ces mouvements qui sont décomposés vont générer, je pourrais vous montrer quelques exemples quand vous viendrez filmer un des groupes. C'est très intéressant parce que les gens qui pratiquent, dans la vie de tous les jours, ça change énormément. Oui, c'est le recul sur ce qui se passe qui nécessite de la maturité. C'est surtout ce qui est généré par le travail de l'énergie, en plaçant sa conscience, qui va permettre de faire que la personne va évoluer. Autant sur le plan, je parle sur le plan du bien-être. Elle va sentir dans un premier temps beaucoup plus de souplesse dans le corps, de la détente. Et il y a un facteur qui est très important, c'est le facteur émotionnel. Donc on travaille sur un centre notamment qui s'appelle Shenzong, qui est situé au centre de la poitrine. Donc ce centre énergétique, de la même façon... des chakras. On appelle les chakras en yoga. Oui. Donc, alors, des noms indiens. Comme dans le tai chi, on dit plutôt... Oui. Des centres énergétiques, mais voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle des tantiènes. Donc, si vous voulez, il y a en fait 3 tantiènes dans le corps importants qui sont dans le prolongement, juste un peu avant la colonne vertébrale. C'est très précis, à 3 endroits bien précis. Et donc ces tantiènes-là, on apprend aussi, on les sollicite, c'est-à-dire qu'on apprend à amener de l'énergie, de façon à ce qu'ils deviennent présents. De la même façon qu'il y a d'autres centres énergétiques qui ne sont pas vraiment appelés des tantiènes. Ils sont à l'intérieur du corps. Il y en a, c'est assez complexe, il y en a un qui est, c'est très précis, il est sous le nombril. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc notre prof en question, M. Sautarel, lui, quand il nous forme, on sait où se trouvent ces centres énergétiques et où on dirige cette énergie. Et il y a, si vous voulez, une progression. C'est-à-dire que pour les exercices, on fait, pour un débutant, on va faire des choses beaucoup plus basiques qu'une personne qui a par exemple 10 ans de pratique. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui a une dizaine d'années de pratique va être en capacité, en l'espace de quelques fractions de secondes, en quelques secondes, même pas en fractions de secondes, de placer sa conscience sur différents endroits pour faire que le corps se grandisse et relier différents centres avec 1 ou 2 tantiènes, ça se fait pratiquement instinctivement. Mais pour ça, il faut avoir pratiqué. Il y a aussi ce sentiment de verticalité par rapport à la colonne vertébrale. Voilà. Et puis, en dernier lieu, un lien finalement assez spatial quand tous les centres énergétiques sont fonctionnels, on va dire. Oui, donc ça, le côté spatial, c'est bien que vous puissiez en préciser. Il faut savoir que l'être humain, il vit entre la Terre et le ciel. Le tai chi, voilà. On démarre toujours entre le ciel c'est-à-dire que, voilà, effectivement, et la terre. Donc on est relié avec l'énergie de terre. Donc la première des choses que l'on apprend à faire, c'est à localiser des endroits qui sont bien précis au niveau des pieds, de façon à faire aspirer l'énergie, donc quand on est relié avec l'énergie de terre. Donc, et ainsi de suite, pour que cette énergie monte dans le corps à des endroits bien précis, d'abord au niveau du ventre, après c'est relié avec des organes, notamment les reins et la poitrine.
et pour arriver plus tard dans la pratique avec une relation avec l'énergie de ciel, où on apprend encore avec un travail énergétique en plaçant sa conscience, de façon à ce que ces centres énergétiques du haut du corps, donc au niveau de la tête, s'ouvrent de façon à ce qu'on ait une relation plus avec l'énergie de ciel. Le Kundalini qu'on utilise comme terme, le Kundalini qu'on utilise comme terme en yoga. Oui, le Kundalini, ce serait le dernier chakra. Voilà, alors le chakra en question, c'est Baïwi, qui est au sommet de la tête, au centre de la tête, et qui est un chakra qui permet d'absorber l'énergie, d'être en relation avec l'énergie de ciel. Ouais, sauf que ce que je peux vous dire, c'est que pour faire que ces centres-là s'ouvrent et qu'on puisse amener l'énergie avec beaucoup plus de facilité, dont je parlais tout à l'heure, il y a quelques instants, dans le corps, il faut quand même beaucoup d'années de pratique pour arriver à ça. Ça ne se fait pas comme ça. Puis il y a beaucoup de méditation peut-être, ou de respiration derrière. C'est bien aussi de poser la question, parce que c'est encore un principe qui est... Il y a un travail personnel. Pardon ? Il y a un travail personnel aussi. Non, pas du tout. Non ? Excusez-moi, mais c'est le travail en question en rapport avec la respiration, c'est encore un travail bien particulier que M. Sautarel a mis en place, que tout le monde ne fait pas, parce que soit ça c'est pas connu, ou soit la méthode est différente. Il y a dans le Tai Chi comme dans le Qigong des gens qui travaillent avec une respiration, on va dire, un peu physique. Pour ce qui nous concerne, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on fait des exercices qui sont reliés au niveau du diaphragme, qui permettent de faire que le diaphragme soit complètement détendu. À ce moment-là, quand le diaphragme, on est dans cet état-là, on peut parler de façon à ce qu'on n'ait pas besoin d'inspirer et d'expirer physiquement. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de reprendre son souffle. La respiration se fait automatiquement. On n'a pas besoin d'inspirer physiquement ou d'expirer. Donc dans la gestuelle, ça génère ça quand on pratique le Tai Chi, le Qigong. Donc on apprend à ouvrir le diaphragme, à le détendre. Donc c'est un travail très particulier, très précis aussi que l'on fait. Il y a différents petits exercices qu'on met en place assez tôt dans la pratique pour que les gens justement ne soient pas gênés par leur propre respiration, on va dire physique. Voilà, c'est très bien. Vous m'aviez dit que vous aviez un diplôme en karaté, alors qu'en Tai Chi et Qigong, il n'y a pas de diplôme. Alors je vais vous rappeler, juste vous expliquer effectivement une petite particularité par rapport à ça, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire que je passe mon tronc commun, je ne vais pas me rappeler précisément, je crois que c'est en 95 ou 96, je passe mon tronc commun, et il se trouve que... oui, je crois que c'est ça, 95 ou 96, je ne me rappelle plus précisément. Tout ce que je me rappelle, c'est juste après que je passe mon tronc commun, un peu avant de passer mon spécifique karaté, parce que pour passer un spécifique de karaté, il faut passer le tronc commun. Donc c'est toute la partie psychopédagogie, cadre institutionnel, physiologie, anatomie, d'accord ? Voilà. Et donc quand on a fait ça, à ce moment-là, quand j'ai fait ça, à ce moment-là, la fédération de karaté, la fédération, la FFKMA, on leur retire la fédération de karaté parce qu'il y a quelques complications, quelques malversations, on va dire. Sans rentrer trop dans les détails, il se trouve que le ministère retire l'agrément ministériel donc à la fédération de karaté. Et je tombe en plein dedans où je passe mon diplôme. Donc ça veut dire que les gens qui sont en plein dedans ne peuvent pas passer leur diplôme. Donc pendant 2 années, c'est suspendu. L'agrément de la fédération refait une demande d'agrément. Cet agrément est restitué au terme de 2 années et je ne peux repasser que mon diplôme. À ce moment-là, avant, on pouvait être diplômé de karaté et en plus de discipline énergétique chinoise, donc Tai Chi Qigong. Au moment où j'ai passé mon tronc commun, c'était comme ça. Et par contre, entre-temps, la fédération de Tai Chi décide de monter sa propre fédération. Donc du coup, elle ne fait plus partie de la fédération de karaté, puisqu'elle s'en va pour créer sa propre, à ce moment-là, elle crée sa propre fédération. Et donc, je passe mon spécifique, mais spécifique karaté et arts martiaux affinitaires, mais pas de Qigong. Voilà, donc si vous voulez, mais de toute façon,
il n'y a pas de diplôme d'État de Tai Chi ou de Qigong. C'est les fédérations de Tai Chi ou de Qigong qui vont, avec un investissement dans ces fédérations, vous octroyer donc un diplôme. Donc on fait une formation d'un certain nombre d'heures que je ne connais pas précisément. Et au terme de cette formation, vous passez un examen et on vous octroie le diplôme, ou on ne vous l'octroie pas si il considère que vous n'avez pas le niveau. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Pour ces 2 années, il y a eu un hiatus au moment où vous avez passé le tronc commun. Oui, c'est-à-dire que je passe mon tronc commun normalement. Donc désolé pour la date précisément, parce que je ne me rappelle plus, je crois que c'était en 95 ou quelque chose comme ça. Je passe mon tronc commun par le biais de la DDJS à Périgueux. Et puis, après ça, normalement, je passe le spécifique karaté. Mais il se trouve que on a retiré l'agrément ministériel à la fédération de karaté. Parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été claires au niveau certainement des comptes. Il y a des gens qui ont exagéré des choses qui n'étaient pas claires par rapport à... Bon, voilà, ça manquait de clairvoyance. Et donc, du coup, quand il y a des choses... Et vous êtes arrivé à ce moment-là. Voilà, et j'étais en plein dedans, quoi. Je n'étais pas le seul. Hein. Par contre, pour tout ce qui fait que j'ai pas pu avoir, avoir la totalité. J'ai été diplômé, j'ai passé mon de karaté. Après, mais j'ai eu mon diplôme d'état de karaté, mais comme la fédération qui était avant qu'il y ait séparation. Cette séparation, cet agrément qui a été retiré au niveau de la fédération de karaté encadrait, gérait plusieurs activités, dont le tai chi et d'autres activités. Et donc, si vous voulez... vous n'avez pas eu la chance, quoi. Entre-temps, comme cet agrément est parti, a été enlevé, la fédération de tai chi, il y a eu une fédération de tai chi qui s'est détachée, en fait, de la fédération de karaté. Alors, à Bergerac, il y a beaucoup de karaté en dehors de vous? Oui, il y a 4 clubs à ma connaissance, donc... il y a un club que je connais bien parce que en fait c'est l'AOL, là où je donne des cours de Qigong. Donc il y a un club là c'est France, c'est le club de Shotokan style Oshima. Il y a combien de sortes de karaté? Alors là il y a en fait un club de Goju-Ryu et deux clubs de Shotokan, mais qui avec une différence quand même, parce que il y a le style Shotokan avec du style Funakoshi qui a été le fondateur du karaté. Parce que son fils était atteint du cancer, je crois. Et il lui avait inventé une manière de plier les genoux sous forme d'exercice pour soigner son cancer. C'est probable, c'est possible. Et donc pour dire aussi que peut-être justement le karaté dans la pratique, normalement, moi j'ai la chance d'avoir travaillé avec des personnes comme je citais Jeanne-Luc Poupée. C'est pas une question de style, c'est dans tous les styles. Je pense que si on pratique bien, on doit pouvoir rester en forme. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du club de Maître Oshiga, là. C'est Michel Coutan et Gilles Bruno qui encadrent les cours, et le frère de Gilles Bruno aussi, donc bref, ils sont plusieurs. Et il y a un des messieurs qui pratique ce style de karaté, qui est un karaté très dur, et le plus ancien là, du groupe, il a 74 ans. Moi je l'ai vu il n'y a pas encore très longtemps, là. Et il a une pêche, c'est pas possible, 74 ans, et il ne les fait pas du tout. Avec les entraînements sont durs. Pourtant, les entraînements de karaté qu'ils font sont très 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 durs physiquement. Ouais. C'est différent. Moi, j'ai pas la même approche, mais par contre, je pense que eux ont une approche similaire par rapport au travail que je fais avec donc le monsieur dont je vous ai parlé au début de l'interview, c'est Bernard Sautarel, qui lui a mis un principe, un concept en place pour faire que le karaté devienne vraiment dynamique, efficace dans toutes les techniques. C'est-à-dire que par le biais du travail du Qigong,
ou du tai chi, pour le travail en fait interne, il a mis en place donc un principe un peu similaire au Qigong, parce que c'est tiré du Qigong notamment. C'est-à-dire que ces mouvements dans le karaté, on les décompose et on place sa conscience sur différents endroits, de façon à sentir ce que ça génère. Et après, on fait des exercices avec son partenaire. Et donc, ne serait-ce que sur une partie liée aux appuis, si on place sa conscience sur un ou deux endroits bien précis de la colonne vertébrale, en plaçant son corps d'une certaine façon, si vous voulez, on peut faire des tests. Vous viendrez quand vous filmerez, je vous ferai voir. C'est assez impressionnant parce qu'on s'aperçoit qu'on est efficace, sans parler de travail interne, rien que comme ça, rien que la posture, rien qu'en plaçant sa conscience sur différents appuis, on arrive à être efficace dans son karaté, le fait de tenir en équilibre ou des choses comme ça. Voilà. Et puis il y a des katas, comme on dit. Alors voilà. Il y a une forme de grâce aussi, c'est gracieux, c'est... Alors oui, c'est gracieux, mais c'est pas aussi gracieux que ce que l'on trouve dans le Qigong, oui. Parce que dans les mouvements de karaté, les mouvements sont beaucoup plus arrêtés. Donc c'est un peu moins gracieux, mais c'est vrai on trouve quand même, je ne vais pas dire de la grâce, mais par contre on peut trouver une certaine dynamique qui va faire que justement, en parlant encore, j'en reviens un peu à ça, mais moi je me suis aperçu qu'en travaillant le Qigong, ça change complètement, c'est-à-dire que le karaté a vraiment une autre dimension. Oui, de toute façon, tous les arts martiaux, en fait, comme vous disiez avant d'arriver, c'est des rencontres, c'est des échanges, c'est du feeling. C'est aussi sentir tout ce qu'on peut apprendre au jour le jour, et par les rencontres et par les différentes sortes de karaté, de tai chi. Voilà, tous les styles sont intéressants. Moi, je fais pas de part. C'est vrai que moi, j'aime bien le Shitoryu, mais j'ai commencé par le Shotokan. Et maintenant, tout en continuant le Shitoryu, je travaille avec un monsieur qui m'enseigne le karaté, parce que je fais aussi des stages moins nombreux que dans le Qigong. Mais je fais des stages, là, bientôt j'en fais un au mois de novembre. Je pars à Nîmes pour faire un stage de 2 jours. Avec ce monsieur Bernard Sautarel, et qui met en place donc ce principe de karaté martial dans le cadre de la fédération. Donc la Fédé veut bien que ce travail de fond soit officiel. Comment ? Officiel. Ouais, soit officiel. Donc ça commence à se développer, les gens viennent de plus en plus dans les stages. Je vois à Montpellier, il y a eu pas loin entre 80 et 90 personnes, donc c'est quand même pas mal sur 2 jours en début juillet. Donc il y a eu autant de monde pratiquement l'an dernier sur un stage un peu important, je ne sais pas si c'était pas à Nîmes ou pas loin, là, ou à Pau plutôt. Bon, enfin voilà. Et effectivement, on peut en revenir à ce que vous disiez, c'est tout à fait, c'est souvent, pour ce qui me concerne, c'est les rencontres. Les rencontres qui ont fait que bien le karaté, moi, me permet de... Bon, c'est une passion avant tout, mais le karaté, le Qigong, c'est des disciplines qui font partie de ma vie, et je ne pourrais pas faire sans, quoi, parce qu'elles se complètent toutes les deux, mais quand même... je m'avancerai à dire que le Qigong, quelque part, m'a plus appris depuis que j'en fais, depuis une vingtaine d'années, plus que le karaté où je pratique depuis plus longtemps. C'est-à-dire que parce que, justement, dans le Qigong, il y a un travail qui est lié encore sur ce principe des centres énergétiques que l'on sollicite, et fait que ça m'a apporté beaucoup plus au niveau, sur un plan émotionnel, pour être beaucoup plus tranquille, plus serein, et même au niveau du bien-être, de la santé. Moi je peux avancer le fait que pratiquer le Qigong fait que les gens progressivement n'ont plus vraiment besoin d'aller voir leur médecin, quoi, parce qu'on est de mieux en mieux. Il n'y a pas de kata au Qigong? Alors, je ne vous ai pas répondu par rapport au kata, précisément, mais il y a pour le Qigong des formes que l'on fait, c'est-à-dire que pour ce qui nous concerne, dans le style que l'on fait,
il y a des postures, 3 postures. Une qui a une action sur les reins, mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est pas que sur les reins, c'est parce que bon, voilà, ça a un rapport avec les os, la moelle osseuse, c'est relié aussi avec les jambes, c'est-à-dire que ça permet d'avoir des jambes légères, etc. Après, on travaille sur une autre posture qu'on appelle, peu importe pour le nom, qui a un rapport avec les poumons. Donc on va avoir des tendons et des muscles beaucoup plus souples, notamment sur le haut du corps, et une cage thoracique beaucoup plus grande. Voilà, c'est un rapport aussi avec les jambes, beaucoup plus en rapport avec les autres, beaucoup plus important quand on pratique cette posture. Et une troisième posture qui, elle, a un rapport avec l'organe du cœur. Donc elle va permettre progressivement d'apaiser l'esprit, la conscience, c'est-à-dire qu'on est plus calme. On découvre ça. Et puis bien sûr, après, normalement, on fait une première forme qui permet de faire un peu circuler l'énergie, qui fait circuler l'énergie dans le corps, qu'on appelle la forme des 3 ballons, et puis ainsi de suite comme ça. Donc il y a encore 2 autres formes qui ont des effets différents. Une qui est assez dynamique, l'autre qui nous permet de trouver plus la souplesse. Et donc ces formes, ce sont des enchaînements de mouvements qu'on apprend, mais encore une fois, je ne les fais pas comme la plupart des autres clubs, c'est-à-dire que je m'appuie toujours de ce que j'apprends dans mes stages, qui sont bimensuels, et donc je décompose toujours les mouvements de façon à ce qu'on ait ce ressenti. Parce que si vous faites du tai chi ou du qigong, mais sans qu'il y ait un travail interne, il faut qu'on puisse faire que les bras, le corps aspirent avec ces différents centres, que les jambes soient remplies pour pouvoir se mouvoir et que les mouvements soient portés. Voilà, à un moment donné, c'est le corps qui commence à peine à bouger, qui fait partir les bras, c'est très léger, c'est très grisant, c'est très agréable. Et, il faut faire remonter les énergies de la terre vers le ciel. Oui, voilà, pour mais c'est en fait, reprendre ça monte, de l'énergie de terre effectivement remonte, fait remonter l'énergie de votre corps vers le haut, mais en même temps, l'énergie de ciel aussi va descendre pour que les deux aussi communiquent ensemble. Bien sûr. Et après, on va pouvoir faire, pour rejoindre le travail du karaté, dans le karaté, on apprend justement, en plaçant des centres la conscience sur certains centres énergétiques, on les relie pour qu'on ait une sensation de dynamique. Donc on commence à mettre une pression dans les jambes pour faire que le mouvement, la jambe va se déplacer pratiquement toute seule à un moment donné, mais pour ça, pour capter ça, il faut faire d'abord les mouvements tout doucement. C'est décomposé et c'est lent. Il faut le faire comme ça parce que si vous démarrez à faire les exercices rapidement, c'est pas possible. On ne peut pas trouver quelque chose, une sensation énergétique en faisant très vite. Il faut faire doucement. Voilà. Et quand on a compris ça, à un moment donné, de toute façon, ça vient. C'est-à-dire que... En tout cas, il faut dire que le karaté, les katas de karaté sont très beaux à voir quand ils sont faits avec passion, avec vigueur. Le tai chi, il y a des cérémonies à base de comment on appelle ça, d'éventails. Oui, ça c'est l'éventail, c'est la dernière forme que l'on fait avec l'éventail. Effectivement, c'est parce que après les formes, normalement, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'après les formes, dans le tai chi comme dans le qigong, c'est pareil. Vous faites des formes que je vous ai citées, des enchaînements de mouvements, et après coup. Pour le tai chi, on fait ce qu'on appelle des tuishu, mais il n'y a pas que ça, mais enfin bon, les tuishu, c'est un travail avec le corps et les mains en contact, et on sent l'appui de la personne, et puis à un moment donné, hop, on suit ce mouvement, c'est très, très en douceur, et on travaille aussi dans l'énergie. De façon et dès les premières séances, on ressent quelque chose, je pense. Oui, normalement, si on travaille dans l'énergie, on ressent les choses, effectivement. Et pour répondre à votre question, j'ai zappé, je ne sais plus sur quoi je suis parti. Les différents katas, Qigong, il n'y a pas tellement de katas au Qigong. Alors on pourrait, si vous voulez, dans le karaté Shitoryu, il y a à peu près une bonne 60aine de katas qui sont répertoriés, c'est énorme. Donc il y a très peu de gens qui les connaissent. Et combien de sortes de karaté ? Et comme il y a de sortes de karaté, de styles, vous voulez dire de karaté, il y a énormément de styles, mais je peux vous en citer quelques-uns. Donc,
il y a le Shotokan. Dans le Shotokan, il y a différentes tendances, puisqu'il y a différents maîtres japonais ou d'autres origines, mais qui ont bifurqué un petit peu, qui ont créé leur propre style. Donc on va dire le Shotokan, le Wadoryu, le Goju-ryu, le Shitoryu. Il y a le Nambudo, c'est un monsieur qui s'appelle Shineru Nambu qui a créé ce style de karaté. C'est pareil, il y a un concept un peu énergétique, un concept énergétique qui est sympa aussi. Bon, enfin bref, voilà. Et le tout, je crois, en entrant sur le dojo, c'est de savoir être humble et respecter la photo du maître qui est souvent dans les dojos. Ça c'est les bases, c'est le principe. Le Hagakure, c'est un principe comme ça, c'est-à-dire qu'il y a tout un principe, plusieurs principes, c'est-à-dire qu'il y a le respect de l'autre, il y a le respect de la salle, il y a le respect. On apprend beaucoup de choses en tout cas. Qui vous transmet la discipline. Mais il faut de toute façon, on n'est jamais. On apprend tout le temps dans ces disciplines, que ce soit dans le karaté, le tai chi, le qigong, toutes ces disciplines. On n'est jamais, c'est jamais parfait. Donc il faut toujours travailler, s'investir de façon à ce qu'on devienne de plus en plus. Alors on va peut-être finir sur l'aspect pécunier. Il faut peut-être un kimono ou quelque chose de léger pour travailler avec vous. Alors pour le karaté, effectivement, les gens font 2 cours d'essai qui sont sans engagement. Ils font 2 cours d'essai et si vous voulez, pour le karaté, au terme de ces 2 cours, si moi je peux prêter un kimono pour la saison, c'est ce que je fais, parce que si j'ai la taille qui correspond à la personne, je le prête. Si c'est pas le cas, eh bien je les dirige vers un magasin sur Bergerac notamment, pour qu'ils s'achètent un kimono. Il y en a des coûts relativement bas. Et puis pour le Qigong, les gens viennent avec une tenue qui leur convient. Donc il n'y a pas de tenue particulière. Il y a des gens qui ont des tenues qui sont adaptées pour faire le Tai Chi ou le Qigong, mais c'est pas une obligation. Voilà. Alors merci en tout cas d'être venu. Vous êtes un indépendant, vous avez beaucoup de courage et puis de variété de choses que vous proposez. Pour vous joindre, pour savoir vous contacter. Alors pour nous contacter, vous pouvez aller sur les pages jaunes, vous tapez centre de karaté ou karaté tout court, vous allez voir, on vous proposera donc, vous verrez nos coordonnées, numéro de téléphone, par le biais des pages jaunes, il y a un site qui est en train de se monter, donc je ne vous donnerai pas l'adresse exacte parce que je ne l'ai pas encore mémorisé, parce que c'est en train de se faire. Un site internet qui se monte, qui se fait, mais il sera opérationnel que d'ici une quinzaine de jours, pas avant, je crois. Je voudrais juste un petit point. Le karaté à Bergerac, les précurseurs, c'était qui ? Alors, les précurseurs, je ne sais pas si c'est le club de la Poudrerie ou le club de Michel Coutan, qui a commencé aussi relativement tôt sur Bergerac. C'est un des deux, mais c'est voilà. Moi, je suis venu un petit peu après, je crois. J'ai commencé en 92, le club a été créé en 80. Le club que je gère actuellement a été créé en 92, mais je m'y suis arrivé et le siège social était sur la Force à ce moment-là. Voilà. Et pour les jeunes qui ont entendu parler de Jackie Chan ou Bruce Lee et qui se disent oh c'est trop vieux maintenant, il y a Ip Man. Non, moi je suis pas d'accord, hein, parce que il y a aussi Satoshi, il y a aussi voilà. Donc non. On ne vient pas pour se battre en fait. Hein. C'est pas fait pour. Alors qu'au départ c'était les moines aussi qui voulaient se défendre. Tout à fait. Par exemple, pour le karaté, il faut savoir qu'à une période, il y avait un empereur qui avait décidé d'interdire les sports de combat. Et donc le karaté, ça s'appelait même pas le karaté à ce moment-là, je crois que c'était l'okinawate. Et les gens pratiquaient en cachette.
Donc ils se cachaient pour pratiquer le karaté, mais en petits groupes, c'était très 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 restreint, de façon à ce que ça ne se sache pas. Et de la même façon qu'à une période aussi, dans les campagnes au Japon, c'était comme ça, les gens se servaient d'armes comme le fléau, qui est devenu plus tard le nunchaku, les bâtons, ils se servaient de faux, de faucilles, de choses, d'outils pour travailler la terre, et qui ont servi, et qu'on utilise maintenant pour certains arts martiaux chinois notamment. En tout cas, Mais de toute façon, les arts martiaux, quand on pratique, on s'aperçoit, il y a beaucoup de gens qui pratiquent pour justement apprendre à savoir se défendre, pour arriver à vaincre certaines peurs qu'on peut avoir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand on pratique le karaté, il arrive un moment, même pour le qigong ou le tai chi, ça génère les mêmes choses. Mais pour ce qui est du karaté, il arrive un moment où, à force de pratiquer, on n'a plus ces craintes. On n'a plus ces craintes. Il n'y a pas de. C'est un dépassement personnel plus que. Oui, mais ça. On n'attire plus l'agressivité, on la sent venir de loin. Oui, et puis c'est surtout qu'on se sent pas agressé, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de. On n'a pas de crainte et on devient plus soi-même, on apprend à se connaître, on apprend aussi à connaître les gens, à ne pas les appréhender dans un mauvais sens, quoi. C'est-à-dire que l'important, c'est dans toutes ces disciplines, c'est d'apprendre à devenir tranquille, apprendre à se connaître et à se poser, de façon à ce que on soit plus tranquille aussi dans la vie de tous les jours, et ça vient progressivement, quoi. Ça marche comme ça, quoi. Enfin, moi je le comprends comme ça, je le sens comme ça. Voilà. Très bien, merci. Merci à vous.